C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer! Bienvenue dans la Brigade! Salut tout le monde, bienvenue à la Brigade. Je suis Jean-Philippe Fogg en compagnie aujourd'hui de Pascal Villeneuve, de Stuart Sabourin, de Beata Elliott et de Nate Brown. Juste un rappel que la Brigade est disponible sur toutes vos plateformes de diffusion de podcasts ainsi que les vendredis et les mercredis sur les ondes du 94.5 Unique FM. D'ailleurs, si vous voulez nous aider, on vous invite à aller faire une petite review sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Stu, bienvenue dans ta Brigade, mon ami. Comment ça va? Ah ouais, ça va super bien, vous autres? Ça va bien. Ah, ça va bien. On est 5 aujourd'hui. On a une équipe au complet. Il nous manque peut-être un goaler. On est correct. Beata, toujours rédactrice chez Silver 7. D'ailleurs, on va reparler tantôt. Et co-animatrice du podcast Elite Sans Brain. Je dis comme il faut? Oui? OK. Parfait. Ça prend quelqu'un pour remplacer JP Fortin avec ses mots avec la difficulté des mots en anglais. Ah oui. Beata, troisième présence avec nous. Comment ça va? Ça va très bien. Good. Nate Brown, on va dire en français rédacteur en chef. Est-ce que c'est bien le bon titre? Oui, c'est absolument le bon titre. Rédacteur en chef chez Silver 7. Merci de jouer à nous aujourd'hui. Comment ça va? Mon plaisir. Ça va bien. Occupé. Très occupé. On va en discuter davantage, Paris. Mais je dirais très bien. Et ça fait quoi? 10 ans qu'on n'a pas eu des matchs des sénateurs qui valaient la peine de regarder au mois de mars. Donc, la prophétie de Pierre Dorion s'est avérée vraie. Oui, seulement, il avait dit, est-ce qu'il avait dit 5 ans que ça prendrait? Est-ce qu'on est comme une année? Non, je pense que le run of unparalleled success, c'était supposé commencer en 2021. 2021, absolument. Oui. Ouais, mais on est 2 ans. Pierre Dorion a dit... Oui, mais au moins, cette année, Pierre Dorion a dit qu'on allait avoir des matchs importants en mars. Donc, c'était l'objectif. Meaningful games. Beata, Nate, vous êtes avec nous aujourd'hui parce que, vous êtes des fans des sénateurs, vous êtes impliqués dans la communauté, mais il y a deux choses qui s'en viennent. La première, Silver 7 aura une nouvelle plateforme à partir du 1er avril. On va en reparler. La deuxième, à partir du 6 avril, on pourra y lire du contenu francophone en partenariat avec la Brigade, d'ailleurs, qui sera écrit par nul autre que notre Stuart Martin avec un S Sabourin. Oui. Nate, tu veux nous en parler? Qu'est-ce qui se passe avec Silver 7? C'est une bonne question. Beaucoup de choses qui se passent avec Silver 7. Pour les gens qui ne sont pas au courant, Silver 7, on est une blog dirigée par les partisans des sénateurs. Depuis, en effet, je ne suis pas tout à fait certain quand ça a commencé. On a commencé avec SB Nation en 2012, mais le blog existait même avant ça. Le fondateur original, c'était Peter Raymakers, pour ceux qui suivent les sénateurs. C'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Et en effet, ce qui s'est passé, c'est au mois de janvier, la compagnie Vox, qui sont en effet nos employeurs, nous ont dit qu'ils allaient arrêter de financer tous les sites sportifs. Et on s'était dit tout le monde, on s'est mis ensemble, qui écrivait pour Silver 7, qu'on voudrait continuer l'affaire, qu'on voudrait pas que ce soit la fin, et qu'on voudrait que ce soit un site indépendant. Donc, comme a dit JP au début, le 1er avril, c'est la fin de la collab avec SB Nation. Et là, c'est un site qui appartient, en effet, aux gens qui écrivent pour le site. Et on a vraiment hâte à ça. On peut en parler davantage en termes de ce que ça veut dire pour le contenu et tout ça, mais en bref, on est vraiment excités. Ça nous donne l'opportunité de faire des affaires qu'on n'a pas pu faire auparavant. Et ça nous donne l'opportunité de faire des collabs comme ce qu'on propose avec la Brigade. J'ai vraiment hâte à ça. Ça fait longtemps que je pense qu'il y a un désir de voir du contenu français sur les blogs des partisans des sénateurs, qu'il n'y en a pas. Et je pense que vraiment, on est vraiment excités pour tout ça. Bon, on est excités aussi. Beata, un de vous deux, là, vous avez parlé il
il y avait des sections et des types d'articles qui existaient déjà, des séries d'articles. Est-ce que tout ça va continuer? Comment ça s'enligne présentement pour le 1er avril? Oui, plus ou moins, ça va être le même contenu. La grande chose qui est très malheureuse, c'est que on n'a plus accès aux images pour les articles. Donc, c'est ça la grande chose qui va se passer avec le site tel que c'est en ce moment. Mais non, le contenu, ça va être presque la même chose. Je pense on avait une chose, c'était le weekly question qu'on fait comme à chaque fin de semaine que mais d'après le feedback qu'on a reçu de nos lecteurs, c'est pas super populaire. Alors, je pense qu'on va arrêter ça, mais à part ça, ça va être plus ou moins la même chose. Puis en plus, on ajoute la collab avec la brigade, puis aussi Elite Sense Brain va prendre partie un peu de Silver 7. Donc, on ajoute des choses, mais tout ce qu'on aime de Silver 7, ça va plus ou moins rester. Good. Stu, c'est toi qui vas être l'écrivain Absolument. En herbe. Ouais. Du côté francophone, comment t'approches ça? Est-ce que je peux commencer même par les tout débuts, puis comment ça a commencé, tout ça? Vas-y. Parce que je veux que tout le monde le sache comment ça a commencé. Je trouve que c'est très pertinent comme histoire. Ça a commencé avec la pression assez incroyable là, de la part de JP et de Beata autour d'une bière et d'une frite. Donc, pendant un match des sénateurs. Fait que j'ai quasiment comme pas eu le choix de dire oui. Mais ça tombe bien. Moi, j'ai déjà eu un blog. J'ai déjà écrit, j'ai déjà rédigé. Fait que c'est pas quelque chose qui est extrêmement nouveau. Par contre, de rédiger, c'était un blog qui était autre. Là, c'était par rapport à la psychologie canine. Fait que ça n'a comme pas rapport. Vraiment pas. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis c'est ça. Fait que je suis extrêmement excité. Ça a toujours été comme une volonté de pouvoir m'impliquer d'une certaine façon dans la communauté des sénateurs. Puis de ce que j'avais compris, c'est que moi, je voulais m'impliquer au podcast. Mais ce que JP m'avait dit, c'est que ma voix ne fitait pas vraiment très, très bien dans les micros. Je t'ai jamais dit ça. Fait que... Mais je suis un bully, JP, tu forces le monde, tu lui dis que c'est pas bon. Tu aussi, si JP te force à être ici, cligne des yeux. Ouais, non, ça va. OK. Mais je suis très content, je suis très excité de pouvoir rédiger ces articles-là. Je pense que ça va être intéressant d'un point de vue fan. Moi, quand j'étais jeune, c'est quelque chose que j'aurais adoré, pouvoir avoir une communauté un peu comme la Brigade puis Silver 7 qui se mettent ensemble puis de nous donner du contenu en français, que ce soit par podcast ou par blog, puis de pouvoir lire ces articles-là puis de justement de pouvoir approfondir un peu sur les entrevues qui vont avoir lieu sur le podcast. Fait que je suis extrêmement motivé, très content, puis très heureux, là, malgré tout. On fait des blagues, là, mais que JP et Beata m'aient approché avec cette idée-là. Tu viens de nous jaser quand tu voudras. Oui, parfait. Mais là, tu apportes un bon point. D'ailleurs, la conclusion à laquelle on est venu, c'est semaine 1, notre entrevue va sortir sur les plateformes à Unique FM. La semaine suivante, il y a un article qui va être publié qui va être du contenu complémentaire à l'entrevue. Donc, les deux entités vont vivre l'un sans l'autre, mais les deux vont pouvoir se consommer. Ils vont se compléter. Un va attirer vers l'autre. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, d'un point de vue rédaction, pour le blog, ce qui va être intéressant, c'est justement de pouvoir plonger dans un aspect en particulier de l'entrevue qu'on a avec l'invité, puis de pouvoir développer un peu plus. Justement, quand Pascal disait, ça vient un peu nourrir. Si tu lis le blog, tu te dis, je vais vouloir aller écouter le podcast. Si tu écoutes le podcast, j'aimerais ça aller pouvoir lire puis savoir qu'est-ce qui a été dit ou quel aspect a été un peu plus approfondi. Tu sais. Fait que
c'est ça, dans une entrevue, veux pas, ça défile vite. Des fois, on parle, on passe d'une question à l'autre, ça déroule, on se rend compte, ça fait déjà 45 minutes, faut compléter. Tandis que par écrit, des fois, à tête reposée, on peut... exact. C'est là que tu vas pouvoir aller peut-être pousser un peu plus. Là. Ce qui est intéressant, c'est que pendant l'entrevue, parfois, l'invité peut dire quelque chose. Ça peut être une phrase, quelques mots, puis ça t'amène à une autre réflexion sur un autre aspect complètement différent. Puis là, tu peux commencer à OK, mais avec si, puis là, tu peux développer encore plus. Fait que les possibilités sont assez infinies. Donc, de mon côté, moi, j'ai beaucoup de plaisir. Puis ceci étant dit, si jamais Stu a une envie soudain d'écrire une lettre d'amour à Claude Giroux, il peut aussi le faire. Là. C'est ça l'idée qu'on lui a proposée. Ça a commencé comme ça. Ouais. Je pense qu'au début, on voulait appeler ça... les lettres d'amour à Claude. Chaque semaine ou chaque 2 semaines, c'était un article sur à quel point Claude Giroux est extraordinaire. Mais on s'est dit qu'on n'était pas certain si Nate... C'est pas trop différent de ce que j'écris sur le site. C'est ça, j'allais dire. Nate, est-ce que ça passe le test du... Ouais, c'est ça, c'est un peu répétitif. On se disait, écoute... Il n'y a jamais trop d'amour pour Claude Giroux. Non. J'allais juste dire, je voulais souligner ce qu'a dit Beata. C'est, écoute, tout ce que vous aimez sur le site Silver 7, si vous êtes déjà l'acteur, ça va continuer d'être là. Mais en tant que de faire notre propre affaire, là, on a la capacité de faire de nouvelles choses qu'on n'a pas pu faire auparavant. Et c'est vraiment ça que je veux leur dire. Mais aussi que le début du site, c'est, comme Beata a dit, peut-être qu'on va avoir un peu moins d'images. Les licences pour les images Getty, ça coûte assez. Mais honnêtement, c'est juste moi qui est triste à propos de ça. Les autres écrivains comme s'en foutent un peu, mais... Mais aussi, je voulais juste dire, et après ça, on peut peut-être parler d'autres choses, mais ça va évoluer. Comme le début du site le 1er avril, c'est pas la version finale. Je pense qu'on a beaucoup de bon contenu. Le bon contenu, ça va pas arrêter d'être là. Mais je pense que ce qu'on peut faire pour les lecteurs en termes du draft, en termes de la saison prochaine, en termes de tout ça, on a beaucoup plus de capacités, on a beaucoup plus de choses intéressantes qu'on peut explorer. Et on a vraiment hâte à ça. Et la collab avec la brigade, c'est une de ces types de choses. Je voudrais juste souligner, venant de quelqu'un qui travaille dans le milieu des communications, dans le web, mettre sur pied une nouvelle plateforme, tout prendre son contenu, l'emmener sur une nouvelle plateforme, ça se fait pas en claquant les doigts. Fait que pour ça, je vais vous lever mon chapeau. J'imagine qu'il y en a qui ont passé des soirées assez heavy dans les dernières semaines. Ouais. Tu m'as demandé comment ça allait au début. J'ai dit occupé, ouais. Mais la beauté de la chose, c'est que là, vous êtes comme maître chez vous, vous êtes les 2 mains sur le volant, comme disait Jean Charest. C'est vous qui amène le bateau où vous voulez, right? Fait que this is our house, comme on aime crier dans notre arena. Fait que c'est chez vous maintenant. Non, c'est good, ça, c'est bien. Cool. This is our house. Tu me rappelles, ça, c'est la première fois qu'on a entendu ça. C'était le match de Pajot, hein? Quand il a fait son tour de chapeau contre les Canadiens. Ouais, je vous dis ça parce que j'étais là. Okay. Et je me rappelle très bien. Ouais. Quand le match qui s'est terminé avec la bataille où tous les 5-7. Ouais. Donc, j'étais là. Ouais. Donc, j'ai eu de la bonne chance. En effet, j'étais à ce match-là. J'étais au match contre les Bruins quand Carlson a fait la passe à Brassard. Mais oui, quand Pajot a fait son tour du chapeau, il y avait plein de partisans des Canadiens, évidemment. Ouais. Et c'était pas mal bruyant au début. Et mi-troisième période, c'était clair que ça allait pas bien. Et il commençait à quitter. Moi, j'étais assis dans les 300. Là, il y avait plein de partisans dans les 300. Et là, ça a commencé. Ça, c'était la première instance du Pajot aussi, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Et je m'appelle aussi bien que c'était comme « This is our house, this is our house ». Et là, les partisans des Canadiens qui montaient les escaliers avec leur tête basse. Au début du match, ils voulaient parler de toutes sortes d'affaires, mais quand ils quittaient, ils ne voulaient pas nous regarder. Ouais, c'était un bon mémoire. C'est bon. Non, c'est des beaux souvenirs.
Sur ce, il s'est passé énormément de choses dans les dernières semaines. Nate, Beata, vous êtes les bienvenus à discuter avec nous. Pascal, yes. Présente-nous ton warm-up. Je vais prendre, il y en a beaucoup, fait que je vais prendre une gorgée dans ma coupe de Spartacat. C'est pas pour les enfants, ça? Ouais, mais j'aime toujours ça, boire des gorgées quand j'ai des réunions au bureau, puis juste voir le visage des gens pendant que quelqu'un parle sérieusement, là, c'est toujours drôle. Donc, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, depuis la dernière fois qu'on a enregistré, plusieurs choses se sont passées. Entre autres, on a Brady Tkachuk qui s'est associé avec la BGC d'Ottawa, pour créer les Tkachuk Captains. Ça fait que les petits capitaines, si on veut. On a aussi le fameux K-Train, Tyler Kleven, qui a signé un contrat d'entrée, qui devrait jouer son premier match le 30 mars, ou qui a joué son premier match quand vous allez entendre l'épisode contre les Flyers. Donc, à voir. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même hâte de le voir à l'œuvre. On a aussi un autre, Levi Merilainen, qui s'est joint maintenant à Belleville. Donc, avec la situation des gardiens, c'est certain qu'on avait besoin d'un peu de renfort. Donc, tout le monde est content. On a Jacob Chychrun qui, aussitôt arrivé, aussitôt parti. Il a eu le temps de jouer quelques games quand même, mais on parle d'une absence de 2 à 3 semaines. Donc, on peut penser, on dira pas jusqu'à la fin on va dire jusqu'à la fin de la saison régulière. Tiens. On a aussi Ridley Gregg qui a été blessé aussi, mais ça semble être peut-être moins grave que ce qu'on avait pensé au début. Pour l'instant, il pratique, il participe aux entraînements, donc on se croise les doigts pour le revoir cette année. Et Thomas Chabot aussi, qui va finir l'année 2023, un peu comme il a fini l'année 2022. Donc lui aussi, dans son cas, on va parler jusqu'à la fin de la saison régulière, parce que pourrait revenir en série. Et on a eu de la grande visite à Ottawa. Grande visite. La visite de 5 et 5 à peu près. Gary Bettman qui est venu faire un tour, qui est venu nous voir, qui est venu discuter avec une bonne partie des groupes qui sont intéressés à acheter des sénateurs. On parle de 6 groupes, ça a baissé à peu près 6 groupes. Il y a eu des discussions avec le maire de la ville d'Ottawa et la commission de capitale nationale, donc la CCN. Donc tout ce beau monde-là se parle, donc c'est plein de positifs là. Puis on nous parle d'une annonce qui devrait être dans les prochaines semaines, prochains mois, donc à suivre. Un autre sujet qui a fait discuter beaucoup de gens, dont je ne pourrais plus être indifférent, Fanatics, qui deviendra le nouveau fournisseur de chandail à partir de la saison 2024-2025, en autant qu'il n'y a pas de George Costanza dans leur équipe qui va vouloir faire les chandails en laine, là, ou je ne sais pas en quoi qu'il avait voulu les faire dans Seinfeld, puis tous les joueurs avaient trop chaud, ils étaient plus capables de jouer, donc ça devrait être correct. Aussi, une nouvelle un peu politique. On a finalement décidé de mettre fin complètement aux batailles dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. C'était déjà pas mal restreint, là. Je crois que s'il y avait une bagarre avant, dans les 10 dernières minutes d'un match, ça se résultait en une expulsion ou quelque chose du genre. Donc, c'était déjà assez sévère. Là, c'est terminé. Et par la suite, pour finir, bien, on a Hockey Canada qui a décidé qu'aucun des joueurs qui étaient présentement sous enquête en rapport aux événements qui sont arrivés il y a quelques années, là, dont on avait, entre autres, dans l'équipe, on avait Drake Batterson et on avait est-ce qu'ils sont officiellement sous enquête? Je pense qu'ils font partie de l'enquête. Pourront pas jouer avec l'équipe nationale tant que l'enquête ne sera pas terminée. Et il y avait Alex Formenton, qui était l'autre joueur. Donc, ça fait le tour. Ça fait pas mal le tour. Donc, on ouvre la discussion. Sur ça, l'épisode est fini. Fini. On n'a plus le temps. C'est tout le temps qu'on avait. Moi, ma question par rapport à Hockey Canada, c'est que là, on dit ces joueurs-là sous enquête ne pourront pas porter l'uniforme d'équipe nationale tant que l'enquête ne sera pas terminée. D'un coup que l'enquête est terminée puis qu'on sait qui on accuse, est-ce que ce joueur-là ne pourra plus jamais porter l'uniforme? Est-ce qu'on va garder les mêmes standards? Ou à partir du moment où on sait qui est coupable, on lui dit c'est plus grave, l'enquête est finie, tu peux jouer? Ah non, je pense que ça va juste ils vont pouvoir remettre leur autre mesure. Là. Tu sais, je pense que c'est tout ce qu'ils peuvent faire pour l'instant. Fait que c'est un move de PR.
Ben, c'est possible que ça va dépendre des résultats d'enquête, right? C'est possible que, parce qu'on ne sait pas si, qu'est-ce que la LNH va décider, qu'est-ce que Hockey Canada va décider, qu'est-ce que la police va décider, c'est trois choses complètement différentes, right? Oui, donc je pense que c'est juste pour le moment, on dit que ces joueurs-là vont pas pouvoir porter le chandail Hockey Canada, puis là, on va décider plus tard. La chose dont moi, ce qui me confond un petit peu à ce sujet, c'est que j'étais pas mal certain que j'avais lu qu'Hockey Canada avait terminé leur enquête, mais que c'était pas question qu'ils allaient publier leurs résultats avant que l'enquête de la police soit terminée. Et selon moi, si j'avais bien compris ce qu'avait dit la LNH à ce sujet aussi, c'est la même idée, qu'ils vont attendre ce que vont dire la police, l'enquête policière. Si je comprends bien, le Hockey Canada et la LNH sont en train de dire on a fait nos enquêtes et on attend que la police soit terminée. Et si j'avais à deviner à ce sujet, à ta question, JP, qu'est-ce qui va se passer? Les joueurs qui sont tenus coupables, s'il y en a qui sont tenus coupables, ou qui vont avoir des charges formelles, ils vont plus pouvoir jouer pour Hockey Canada et ils vont probablement dire le reste, ça passe. Selon moi. Je ne sais pas si c'est la bonne chose ou non, mais je pense que c'est ça qu'ils vont faire. C'est tout le monde qui attend la police, plus ou moins. C'est ça, je veux dire, je ne vois pas qu'est-ce que les deux autres peuvent faire de plus. Si la police dit, je ne sais pas, inconcluant, on n'a pas de preuves, il n'y a rien qu'on peut faire, on ne peut pas porter d'accusation, c'est terminé. Je vois mal Hockey Canada après ça dire, oui, mais nous, dans notre enquête, là, on est pas mal, on est certain, puis on a des preuves, puis voilà, vous pouvez plus jouer, tu sais. Oui, mais je ne sais pas. L'affaire, c'est que pour que quelqu'un soit accusé d'un crime, mais non, pas juste accusé, mais comme tenu coupable, le standard de la preuve est assez élevé. Parce que je parle comme une étudiante en droit en ce moment. On a vraiment besoin de beaucoup de preuves pour que quelqu'un soit tenu coupable d'un crime comme ça. Et je trouve que s'ils sont pas tenus coupables, ça veut pas dire que on est certain que c'est pas arrivé ou pas. Comme un de mes profs l'a comme décrit comme dans le droit criminel, il faudrait être comme à 99% certain que un crime a été commis. C'est pas toujours comme ça en pratique, évidemment, mais hors de tout doute, qu'est-ce qui se passe si on est comme à 70% certain que c'est arrivé? Je ne sais pas. Puis je ne sais pas si Hockey Canada et la LNH ont besoin d'utiliser les standards de notre système de justice pénale en décidant qui va porter le chandail de Hockey Canada, tu sais. Donc, je ne sais pas. Je n'aime pas que Hockey Canada, apparemment, attend les résultats de l'enquête criminelle avant de prendre une décision. Parce que là, ça me dit que on va rien faire tant qu'il n'y a pas d'accusation criminelle. Ouais, l'autre affaire que j'allais dire à ce sujet, c'est que ça se peut que les joueurs, et on sait vraiment pas, ça se peut qu'ils se sont comportés d'une manière qui vaudrait qu'ils ne jouent plus pour le Hockey Canada sans que ça soit criminel. Mm-hmm. Comme, ça se peut que tu fasses quelque chose où tu perds comme... et c'est un privilège de jouer pour le Canada. Et si tu fais quelque chose qui te rend incapable de représenter le pays, ça peut être sans que tu sois tenu coupable d'une chose criminelle. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi le Hockey Canada ont fait cette annonce maintenant, en ce moment-là. Je pense que c'est peut-être le championnat mondial qui arrive et qui disent, écoute, les gens qui sont toujours sous investigation, il faut qu'on dise quelque chose à ce sujet. Mais selon moi, il n'y a pas vraiment beaucoup qui a changé quand ils ont dit ça. Ils attendent la police un petit peu et on n'en sait pas plus pour le moment. Tu sais, moi, j'ai un malaise à encourager un joueur qui serait à 70% peut-être coupable. Ouais. J'aimerais ça qu'on me le dise. Oui. Beata, elle a vraiment mis le doigt sur le point. Puis c'est pas parce qu'il n'est pas reconnu un joueur de quoi que ce soit que ça veut dire qu'il n'est pas nécessairement coupable. Fait qu'après ça, nous,
il y a un inconfort qui s'installe au niveau de... même s'il n'y a rien, on dit qu'il n'est pas coupable quoi que ce soit, ben, puis il aurait le droit de jouer. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait de mal, ce joueur-là, puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un inconfort au niveau de l'encourager, puis de voir ce joueur-là avec un chandail avec la feuille d'érable sur le ou le probablement chest, des donc, sénateurs. Là. aussi, c'est ça. Ouais. Exactement. Fait que ça, c'était un très bon point qu'il y avait à table. Faut quand même... Je reconnais qu'on est quand même dans une société qui, je crois, évolue. Des choses qui se faisaient à une époque, aujourd'hui, ne se font plus. Accuser des... Ben là, c'est sûr qu'on parle pas de 10 ans passés, on parle pas de 20 ans passés, là. Il y a quand même une mentalité qui a changé. Je pense qu'il faut quand même aider les accusés autant que les victimes à comprendre, à s'éduquer. Il y a vraiment une grosse question autour de tout ça. Là. Puis je doute qu'on va élucider ceci ce soir à la brigade. Oui, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Sinon, les batailles dans l'hockey junior, jugez-vous que c'est pertinent de garder ça? Ou de... Moi, je serais curieux d'entendre. Je ne sais pas si vous êtes un peu plus au courant de ce que les gens disent dans les autres ligues, comment ils voient ça, comment qu'on voit ça dans le reste du Canada. Je sais qu'au Québec, comme je disais, ça avait déjà été restreint pas mal, mais là, ce qu'on entend, c'est si les gars se battent plus, ils savent pas se battre, blablabla, ils vont aller repêcher plus des joueurs dans la Ligue de l'Ontario, dans la Ligue de l'Ouest. Moi, je me dis, il n'y a pas de backer dans le collégial présentement, puis ils jouent avec des visières complètes, puis je veux dire, ça n'empêche pas Brady aujourd'hui de se battre à tous les 3 matchs. Il s'était jamais battu de sa vie avant. Ça, c'est jamais battu. Non plus. Jamais battu en Allemagne, right? C'est ça. Puis, OK, il est pas bon, mais il essaie quand même. Austin Watson non plus, fait qu'on peut pas. Je pense que c'est pas tous les joueurs qui vont se battre dans la LNH, puis je pense que les autres joueurs vont apprendre assez rapidement que c'est pas super grave, je trouve. C'est pas de la technique de boxe non plus, là. On n'est pas dans c'était quoi là, dans Youngblood, là, où il y a la technique de passer le chandail par-dessus là, pour le cacher puis frapper en uppercut par en dessous. Mais je ne sais pas c'est quoi je sais pas si vous avez entendu parler des échos un peu dans le reste du Canada. Là. Moi, j'ai vu un diagramme des 10 dernières années dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. Il y avait quand même des règlements qui avaient été mis en place. Les punitions étaient plus sévères et ça l'avait vraiment beaucoup diminué. Donc, je pense pas que ça va faire une énorme différence. On passe pas de 2 batailles par match à plus de batailles pantoute. Non, c'est ça. Puis, mais pour vous, les batailles dans le hockey, est-ce que ça a sa place? J'ouvre la question plus large. Je pense que je dirais deux choses à ce sujet. Pour moi, les batailles dans les rangs juniors, ça n'a pas d'allure parce que tu as les gens qui ne sont pas de l'âge de majorité, qui ont 16 ans. Comme des 16 ans. Ça n'a pas d'allure. Tu ne peux pas avoir ça. Donc, pour moi, même si tu penses que les batailles, ça mérite de rester dans le hockey, ça n'a pas d'allure que tu peux avoir un gars de 16 ans qui se bataille contre un gars de 21 ans. Juste de mon expérience personnelle, je n'ai pas joué comme major junior, mais j'ai joué un peu de junior C. Et ça c'est la bataille tout le temps. Ouais, ça brasse, là, oui. Ouais. Et j'ai arrêté, en effet, de jouer au hockey à cause de ça. Et la bataille dans le hockey, je pense que ce que tu vois dans la LNH, c'est qu'il y en a de moins en moins, déjà, parce que les gens, ils se rendent compte que la bataille, ça vaut pas la peine, plus ou moins. Et je pense que bientôt, on arrive à un point sans que tu aies vraiment besoin de changer les règlements ou tout ça, qu'il va y avoir presque plus de bataille, comme à tous les 2 ou 3 matchs, s'il y a vraiment quelque chose de sévère qui se passe. Et je pense que si tu veux vraiment que c'est comme ça plutôt que plus tard,
tu changes les règles telles que tu te batailles, c'est fini pour le match pour toi. Et là, Et là, de temps en temps, s'il y a quelque chose de vraiment sévère qui se passe, il y a quelqu'un qui veut, c'est vraiment, là, il faut se batailler, il va avoir une bataille ou deux, et c'est comme ça. Parce que, selon moi, si tu aimes la bataille ou non, l'évolution de Lucky, c'est déjà en train de diminuer le rôle de la bataille, tel que tu le veux ou pas. Oui, moi, je trouve qu'en général, les batailles sont quand même assez plates, mais de temps en temps, sont très, très drôles. C'est le fun. Comme être au centre Canadian Tire, quand Brady Tkachuk se bat et tout le monde se met à crier Brady, 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 ça c'est le fun. Mais même si tu n'aimes pas les batailles, il faut avouer que ça c'est le fun. Donc de temps en temps c'est correct, mais en général je trouve que c'est correct. Alors, ça me dérange pas. Puis, on va en avoir de moins en moins des gars qui réussissaient à se faire une carrière parce qu'ils étaient des enforcers qu'on appelait. On voit plus ça, on va le voir encore moins. S'il n'y a plus de bagarre, un joueur qui joue junior peut plus juste, qui joue junior majeur au Québec, il pourra plus sortir du lot. Grâce à ça, ça va être fini. De toute façon, la GMQ, c'était une ligue Skills. Qui sortait. Déjà. Ben oui. Oui, exactement. Il y a Sidney Crosby qui est sorti là, il y a Nathan McKinnon qui est sorti la GMQ. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose parce qu'on vient mettre des bâtons dans les roues d'une ligue puis on dit ben là, on vous enlève un aspect qui est important. C'est pas ça la GMQ. Fait qu'on est, de mon point de vue, on essaie juste, on élimine tout simplement des blessures ou des accidents qui pourraient arriver, qui n'ont pas lieu d'être, puis les gens vont payer pour aller voir du hockey. C'est aussi simple que ça. Puis je suis allé à quoi? Je suis allé voir les Olympiques au moins 5-6 fois cette année. J'ai pas vu une bagarre, là. C'est pas arrivé une fois, là. Puis c'est pas vrai que parce qu'il y a pas de bagarre. Tu sais, les gens vont dire, s'il y a pas de bagarre, il va y avoir plus de coups de salaud. Les bagarres, ça garde les gens honnêtes, ça garde les joueurs honnêtes. Puis je sais pas. Moi, de mon œil, en tout cas, pour l'instant, c'est pas ce que je vois, là. Je trouve pas que ça joue plus salaud, plus cochon parce qu'il y a moins de batailles, mais oui, t'as raison, Béata, quand il y a des bagarres, là, tout le monde est debout. Tout le monde mais juste crie, pas avec la bière. des batailles, par contre. C'est juste comme de temps en temps. Quand c'est Brady Tkachuk, oui. Mais quand c'est Austin Watson, non, je m'en vais comme acheter une bière. C'est juste. Right? Oui, mais Pascal, je vais dire aussi, à ce point-là, selon moi, la plupart des joueurs qui sont les plus salauds, si je pense aux années 90 et aux années 2000, c'était les gens qui se battaient. C'était eux qui faisaient les actions salauds. Et là, ils se battaient l'un contre l'autre. Comme si tu penses à beaucoup des incidents qui étaient les plus dangereux, comme moi, je pense toujours à Chris Simon, qui était ancien joueur avec les Capitals et avec les Islanders. Et je pense toujours à les Nordiques. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, la fois qu'il a passé son coup de bâton direct dans la tête de c'était qui? J'oublie. Mais c'était le rôle de Chris Simon, supposément, d'arrêter tout ça. Mais c'est lui qui donne les coups de bâton dans la tête. Donc, pour moi, cette idée que, écoute, il ne va plus avoir d'action sale si il y a beaucoup de gens qui se bataillent, ça n'avait jamais de l'allure pour moi. C'est comme devenu... c'est plus devenu un show que d'autres choses. C'est parce que comme Nate il dit, c'était des gens qui étaient amenés dans une équipe pour protéger contre d'autres joueurs qui avaient exactement le même rôle. Je suis d'accord, mais rendu là, c'est genre... Mais je veux pas qu'on empêche ce qui arrive dans le feu de l'action. Des fois, ce que je trouve plate, c'est que oui, c'est dans le feu de l'action. Il y a une bonne mise en échec légale en plein milieu de la glace. Le joueur se fait sonner comme il faut. Puis là, le gars qui a fait la mise en échec, il se ramasse avec un gars à ses pieds, il se tourne, puis il voit 3 gars s'en venir, comme t'as pas le choix, faut que tu te battes, t'as fait une mise en échec. Ça, je trouve ça un peu niaiseux, mais des bonnes batailles dans le feu de l'action. Pas de dire, hey, faut que je réveille mon équipe, faut que je me batte. Pas ça. Quand les deux, ça se bat pour la rondelle, puis que let's go, on y va. Puis même, c'est Marc-André Fleury qui a voulu, qui a patiné d'un bout à
l'autre pour aller rencontrer Bennington, puis les arbitres les ont pas laissé faire, mais pas du tout, tu sais, comme... Et encore une fois, ça aurait été drôle. Vraiment? J'aurais aimé ça. Ouais, là, on a été j'aurais Si vraiment c'est aimé drôle, ça. c'est correct. Ouais. Jordan Bennington, écoute, il n'y a pas beaucoup de gens auxquels je dirais qu'ils méritent de poigner une claque, mais Jordan Bennington, écoute, ce mec-là, il mérite de poigner une claque. Donc, D'accord. ça, j'aurais bien D'accord. aimé ça. J'aurais aussi aimé voir Brady Tkachuk se battre contre le gardien des Blackhawks. Les arbitres m'ont empêché ça aussi. Je sais pas pourquoi. Ça aurait été très drôle, mais... Brady. Sinon, vous avez pensé quoi de la visite de Gary Bettman? C'était ce à quoi on s'attendait, il semble plus? Ouais, Plus plus ou ou moins. Ouais, écoute, la vraie job de Gary Bettman, c'est de s'assurer que tous les franchises vaut autant qu'ils peuvent et que tous les gens qui achètent les franchises sont contents de leurs achats. Donc, lui, il arrive à Ottawa et c'est sa job de dire on va rester à Ottawa et si tu veux qu'il y ait un nouveau aréna, il y a d'autres possibilités que juste le Breton pour qu'ils puissent conserver leurs négociations. Donc, selon moi, il fait ce qu'il fait. C'est sa job de parler comme ça, mais il n'a pas beaucoup dit d'importance, selon moi. Il a dit, si le nouveau propriétaire veut rester à Canada, il restera à Canada. Ça vous stresse-tu, ça? Ben, c'est parce que moi, il a dit un autre aspect que j'ai beaucoup aimé, puis il a dit la seule façon que cette équipe-là déménage, oui, c'est s'en va au centre-ville. Tu sais, d'entendre ça de sa propre voix, de sa bouche, je pense que là, il n'y a plus de questions du tout. Là. Ces déménages s'en vont au centre-ville. Moi, je l'ai vu de ce côté-là. Je trouve ça juste bizarre qu'on ne dit pas que ça va déménager à The Breton. Comme, je comprends pas pourquoi on ne voudrait pas faire ça. Ça a tellement de sens de déménager à The Breton. Donc, oui, comme ça m'énerve un peu qu'on ne sait pas si ça va arriver ou non, mais juste, je ne sais pas pourquoi la personne ou le groupe qui achète l'équipe ne ferait pas ça. Il doit y avoir des questions légales à quelque part là-dedans, de contrat, de garder les options ouvertes, de garder... tu sais, c'est tous des avocats. Hein? Gary Bettman, c'est un ancien avocat, puis il parle comme un avocat. Il sait exactement quoi dire pour pas se mettre dans le pétrin, puis pour pas lier tel groupe avec tel groupe, puis pas faire de promesses, puis pas... En tout cas, il sait quoi dire. Il sait très bien quoi dire. De toute façon, il y a juste un groupe qui compte. JP. Je pense que si... Daniel était-tu dans le même groupe que Ryan Reynolds? Parce que je pense... Ben là, il était pas dans le groupe de The Rock, Daniel Alfredson, aux dernières nouvelles? Ah, je pense que c'était ça, oui. Selon Freeman... Donc, c'est soit comme... Oui, je sais pas d'où ça sort, ça. C'est comme The Rock et Alfredson. Il y a The Weeknd aussi là-dedans. L'idéal, ça serait d'avoir Daniel Alfredson, puis comme quelqu'un de comme... Oui, comme une vedette, right? Quelqu'un de super reconnu autour du monde. JP, il veut Ryan Reynolds. Son choix est fait. Hey, JP, est-ce que tu vas dire non à Daniel Alfredson et The Rock qui marche au milieu de la glace la saison prochaine? La combinaison de ces deux personnes, right? Tu sais, c'est peut-être même Alfredson sur les épaules de The Rock. The Rock... Oui, il a joué, il est un ancien joueur de football, il a joué dans la CFL, il appartient à la Ligue de football aux États-Unis. Pour moi, c'est pas sérieux comme ce l'est pour Ryan Reynolds, cette affaire-là. Est-ce que c'est parce que c'est pas sérieux ou c'est parce que Ryan Reynolds, il a une saveur un peu plus locale? Je pense que ça aide. Ouais, c'est ça. De toute façon, Daniel Alfredson va être là d'une façon ou d'une autre. Ça se peut même pas. D'accord. Ça fait trop longtemps qu'il n'est pas impliqué dans l'organisation. Ça n'a aucun bon sens. Ouais, et la chose qui faisait qu'il ne pouvait pas être associé avec c'est plus là. Donc, ici, on l'appelle celui dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est ça. Thomas Chabot, blessé. On va se le dire, fini pour la saison. Deuxième saison. Troisième saison? Bonne question.
J'ai envie de dire, 3e saison d'affilée où il ne finit pas la saison, ça nous inquiète ou c'est juste parce que l'équipe... Non, moi, ça ne m'inquiète pas. D'un, je pense que sa blessure, il était on and off, là, il s'était blessé, il était revenu. C'est-tu la même chose qui s'est empirée? Est-ce que ça vaut la peine présente? Est-ce qu'il jouait parce qu'il se disait faut donner un push, puis je continue, puis je risque de peut-être m'aggraver? Puis là, ils ont pris la décision que non, arrête, là, ça vaut pas la peine, sans dire qu'on met une croix sur la fin de la saison. On va continuer à essayer un push, là, mais non, je pense que c'est pas si autant récurrent que d'autres joueurs, je pense, là. Thomas Chabot, on est habitué de le voir partir une semaine ou deux, une fois de temps en temps. J'étais inquiète l'année dernière, juste parce qu'on a vu ça arriver avec Erik Karlsson déjà. Le fait que Karlsson n'avait vraiment pas l'option de juste ne pas jouer parce que l'équipe avait tellement besoin de lui et il jouait tellement à chaque match, right? C'était comme vraiment 27 à 30 minutes à tous les matchs. Et on a vu à quel point ça l'a vraiment blessé, surtout après qu'il a été échangé à San Jose. On a vu vraiment qu'il était jamais le même joueur, même si maintenant il est bon encore. Donc, l'année dernière, j'avais très peur que la même chose arrive avec Thomas Chabot. Maintenant, au moins, on sait qu'il y a d'autres défenseurs sur l'équipe qui peuvent dis son nom, dis-le. Genre non mais c'est dis-le. Non, ces autres joueurs qui sont là, donc Thomas Chabot n'a pas besoin de jouer 27 minutes par match. Exact. Et comme on espère que l'année prochaine, ça va pas être la même situation pour lui. Alors oui, je suis un peu inquiète, mais j'ai de l'espoir que dans le futur, Thomas Chabot va comme au moins jouer un peu moins, puis pouvoir se reposer quand ménager un peu. Est-ce que c'est des blessures d'accumulation d'efforts de travail pendant l'année? Je pense que oui. Pas facile, là. Puis même DJ Smith, quand il parle de Thomas Chabot, ce qui revient toujours, c'est un des joueurs les plus résilients que je connais. Il joue même s'il est blessé. C'est quelque chose qui revient. Fait que je pense pas que c'est une blessure nouvelle. Je pense que c'est quelque chose qui traîne depuis un bout quand même. Puis je sais qu'on parle de Jake Sanderson, mais récemment, surtout, il y a un certain Erik Brannstrom qui semble finalement profiter. Moi, à chaque fois qu'Erik Brannstrom il compte un but, moi, je tweet à Beata. C'est immanquable. Ce que je fais, c'est que à chaque fois qu'il compte un but, j'envoie un texto à Eriksson Spurler, qui est la personne avec qui je fais mon podcast. Elle adore Erik Brannstrom. Et à chaque fois que je l'envoie un texto en disant « Oh my God, Erik Brannstrom a marqué un but », elle dit « J'écoute pas en ce moment, je suis faire des travaux scolaires ou quoi. » Donc, ça fait 3 fois qu'il a marqué juste cette saison, puis les 3 buts, elle les a manqués, c'est trop triste. D'ailleurs, c'est un bon point. Thomas Chabot ne jouera vraisemblablement plus pour la saison. Même chose pour Jacob Chychrun. Ouais. Ça laisse de la place à Jake Sanderson et Erik Brannstrom pour le restant de l'année, ça, là. Ouais. Et peut-être au nouveau arrivé, Tyler Kleven aussi. Ouais, au sujet de Chabot, j'allais juste dire, il n'a jamais joué une saison complète. Il n'a jamais joué 82 matchs dans une saison. Mais je suis pas inquiet au sujet de sa santé au long terme parce que, selon ce qu'on sait, et à vrai dire, les équipes de la Ligue nationale ne donnent pas beaucoup d'infos au sujet des blessures. Donc, on ne sait jamais pour être certain, là. Mais de ce qu'on sait, c'est pas question d'une blessure majeure qui se répète. La discuter avec quelqu'un comme Josh Norris, c'est là, écoute, son épaule est... Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec son épaule, là. Si tu t'avais à me demander, pour les 3 prochaines saisons, est-ce que je pense qu'il va jouer des saisons complètes? Je dirais probablement que non. Une fois que ton épaule est rendue comme ça fait 3 fois là qu'il se sépare son épaule, enfin qu'il prend la chirurgie. Pour lui, je suis plus inquiet. Pour Chabot, je suis pas inquiet. Il va manquer peut-être son 8 à 10 matchs. Ça fait un bon bout de temps qu'il est dans la LNH. Donc, je comprends que de temps en temps, tu vas te blesser. Chabot, je suis pas inquiet. Norris, ça m'inquiète. Lui, ça m'inquiète un petit peu. Parce que tu prends des blessures majeures comme ça et
là, ça se répète et là, tu manques des saisons entières. Donc, pour lui, c'est beaucoup plus inquiétant. Est-ce qu'on lui a donné un contrat trop gros, trop vite? Ouais, écoute, moi, je pense que j'étais un des seuls qui était pas très... Je sais pas que si Norris est en pleine santé, comme il avait joué la saison dernière, ça vaut en effet, ça peut être un bon contrat. Mais on s'est beaucoup lancé sur l'idée qu'il a toujours compté comme ça. Mm-hmm. Et je pense qu'il avait compté sur quelque chose comme 22-23% de ses tirs l'année dernière. Un chiffre incroyable. Ouais, un chiffre absolument incroyable. À vrai dire, il a réussi à compter à ce niveau-là dans les rangs du collège aussi. Donc, c'était pas la première fois qu'il a réussi ce fait. Mais c'était toujours un peu risqué, selon moi, de lui donner un contrat comme ça. Ça se peut que les 3 prochaines années, il soit en bonne santé et que ça vaut bien la peine. Mais selon moi, ça, c'est le contrat le plus risqué sur les Sénateurs, de loin. Parce que, 1, sa santé n'est pas garantie. Et 2, s'il revient au jeu, et il n'est pas sur la première jeu de puissance, il compte 25 buts au lieu de 35 buts. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut 8 millions de dollars? Donc, pour moi, c'est pas évident. Tu disais que tu étais un des seuls qui n'était pas certain du move l'été passé, mais je vais dire une chose. Les Sénateurs auraient annoncé que Pierre Dorion s'est acheté une paire de jeans l'été passé, puis on se serait tous énervés sans bon sens. Ouais, non, c'est vrai. On n'avait aucun jugement. Mais ça a quand même, comme l'affaire de Norris, ça s'est passé avant l'échange de Alex DeBrincat, right? Donc ça, c'est un peu vrai, avant ça. C'est vrai, c'est un bon point. C'est vrai. C'était le printemps of Dorion, pas le summer encore. Non, écoute, JP, tu fais un bon point là, parce que ça fait 1 an et demi environ, on n'avait pas confiance en Dorion du tout. Et moi, je dirais, pour nous défendre un petit peu, il ne méritait pas beaucoup notre confiance. Ça faisait un bon bout de temps qu'il ne s'était pas bien débrouillé. Tout à fait. Mais pour les 12 derniers mois, les 18 derniers mois, il s'est très bien débrouillé. Donc, si tu avais à me demander l'année dernière, qu'est-ce que tu fais? Il y a un nouveau ownership qui s'en vient. Qu'est-ce que tu fais avec Dorion? J'aurais dit bye-bye. Mais oui, il a assez bien réussi aux 18 derniers mois. Écoute, je voudrais entendre sa vision pour l'équipe. Là, je suis rendu à ce point-là. Et félicitations à lui parce que c'était pas évident. Ça fait 12 et 18 mois comme c'était vraiment pas évident ce qu'il faisait. Mais il a bien réussi. Et c'est évident qu'il y a du fun en ce moment. C'est tellement le fun de lui voir dans ses vidéos comme un nouveau joueur arrive. Non, c'est d'un enfant. Les vidéos avec Tyler Clevin, je trouve ça tellement drôle parce que Pierre Dorion a tellement d'énergie. Il est comme tellement excité de parler à Tyler Clevin. Puis Tyler Clevin a évidemment comme un peu peur de lui. On parle d'adoption là, quand Dorion il est dans les entrevues. Là. Puis un peu pour revenir sur ce que Nate disait, Dorion, ça date pas d'hier qui est pas nécessairement, il y a pas qui est pas dans nos bonnes grâces là, aux fans des Sénateurs. C'est quelqu'un qui a échangé Erik Karlsson, Mark Stone, Carl Turris, Matt Duchene, Jean-Gabriel Pajot. C'est quelqu'un qui a racheté le contrat de Bobby Ryan, qui a laissé partir Craig Anderson. Fait que c'était des moves. Je suis pas contre tout, beaucoup évidemment, mais je veux dire, sur une période, oui, exactement, sur une période qui date depuis 2018. Donc, ça s'est rapproché. Oui, donc de pouvoir se racheter puis de pouvoir revenir dans les bonnes grâces des fans des Sénateurs. Puis non seulement ça, mais je pense que tout le monde sait qu'elle va dire on a quand même confiance en ce qu'il est capable de faire. Là. C'est quand même fou, là, parce que ça, c'est en moins d'1 an, là, quand même. Là. Il nous a quand même convaincus que pendant toutes ces années-là, il y avait plein contrôle, puis c'était lui qui décidait, puis M. Mernick lui disait rien. Il essayait de nous convaincre de ça. Évident. On a vu un changement assez... Des mensonges. C'est correct. Lui aussi, il est corporate. Là. En même temps, il n'avait pas le choix. Exactement, on le sait, on le savait tout. On savait tout. Fait que, mais kudos à lui d'avoir passé ces années-là à prendre tous ces coups-là et d'aller défendre ça publiquement jour après jour. Ouais.
pour finalement aujourd'hui de avoir dire le des bon choses côté. vraiment bizarres tous les jours. Ouais, c'est ça. Et Il le fait encore, mais maintenant c'est le fun parce qu'il fait des choses qui sont actually bonnes. So. je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aussi que c'est quelqu'un qui a accepté de travailler puis que Pierre Maguire vienne Ouais. un peu souffler respirer dans sa nuque. Oublié, Là. lui. Ouais. C'est pas facile, ça. On est parti de la radio. Pierre Maguire Il était là pour le remplacer. Absolument. Absolument pas prendre C'était ça, là. À 100%. Ouais. Absolument. Mais on parle de Pierre Maguire, là. Premièrement, qu'est-ce que c'était que ça? De un. Mais deux, je me souviens quand on a enregistré l'épisode, pas longtemps après qu'il a été engagé, puis on se demandait qu'est-ce qu'on pense de ça? Puis notre réaction, c'était les sénateurs ont engagé quelqu'un. Fait qu'on est content. Ouais, c'est ça, quelqu'un de plus. Comment triste ça, c'est? Ouais. Comment? Écoute, je vais vous dire, j'ai pas beaucoup de sources ou rien comme ça, mais je peux vous dire, je suis confiant de ça, que c'est Gary Bettman qui a dit à Melnick, t'as besoin de quelqu'un d'autre. Il faut que tu aies quelqu'un d'autre à part de juste Dorian. Et voici une liste des gens. Maguire était sur la liste. Et Melnick aimait Maguire. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça fait du sens. C'est la Ligue, en effet, qui lui a dit... Ils n'ont pas eu le choix. T'as pas le choix. Il faut que tu embauches quelqu'un. Comme tu nous donnes des difficultés dans la presse avec tout ce qui se passe avec votre équipe. Tu fais honte un petit peu. Il faut que tu prennes quelqu'un. Et voici comme les possibilités. Choisis un. C'est comme ça qu'est arrivé Maguire. Pour le meilleur et pour le pire, hein? Quand tu prends une équipe de hockey. C'est souvent plus pour le pire qu'autre chose. Mais c'est le pire qui te fait apprécier le meilleur. Exactement. Si le meilleur finit par arriver. Ouais. Fait que là, y a-tu juste moi pour qui, là, ça inquiète personne, Chabot, mais y a-tu juste moi que Chychrun, ça l'inquiète plus que ça devrait? Parce qu'écoute, moi, je regarde ces années passées, puis comme je disais dans le dernier épisode, c'est un gars d'une quarantaine de matchs par année à peu près. Oui. On pensait qu'on avait notre top 4 enfin. Est-ce qu'on l'a, notre top 4, ou il faut continuer à chercher, là? Parce que... Tu l'as une moitié d'année. 60% de la saison. Oui. 50? Et il faut aussi penser que Chychrun était plus ou moins dans la même situation que Chabot était à Ottawa, right? Quand il était à Arizona, où c'était, OK, évidemment, on avait Oliver Ekman-Larsson il y a quelques années, mais c'était vraiment le défenseur numéro 1. C'était lui qui devait jouer la plupart du temps. Right? Il avait besoin d'être sur la glace la plupart du temps si Arizona voulait gagner. Il n'y avait peut-être pas trop d'opportunités pour relaxer, se reposer s'il était blessé ou quoi. Donc, c'est possible que, comme j'ai dit avec Chabot, maintenant qu'il est sur une équipe qui a plusieurs défenseurs assez bons, que ça va être ça va aller un peu mieux pour lui. Mais ça m'inquiète un peu qu'il a eu tellement de blessures. Mais au moins, c'est bien que maintenant, on a assez de défenseurs top 4 que c'est pas la fin du monde si un des défenseurs est blessé. Effectivement. Puis c'est un peu comme ça que Bill Armstrong s'est défendu. Tu sais, quand les gens lui disaient « Hey, tu l'as laissé partir pour presque rien », c'est ce qui a donné comme raison un peu qu'écoute, la situation des blessures le rendait peut-être moins attrayant pour les autres équipes. Tu sais, fait que, mais effectivement, à suivre. Peut-être qu'il devrait lâcher la joke, c'était peut-être qu'il devrait lâcher le bœuf cru puis les cœurs de bœuf, manger des hot dogs. Peut-être qu'il s'est blessé justement parce qu'il n'y avait pas encore de fournisseur de viande crue, puis là, il était sur la diète à Phil Kessel, on ne sait pas, tu sais, là. Ouais. Vive l'Internet. J'ai deux petites choses au sujet de Chychrun. C'est bien que tu as mentionné Kessel parce que moi, je trouve, c'est vraiment, on a une idée dans le hockey que si tu es vraiment en bonne forme, tu vas pouvoir éviter les blessures. Et c'est vrai en partie, mais c'est aussi de la chance. Comme tu vois Phil Kessel qui a joué 1000 matchs de suite, et il était en bonne forme pour une personne régulière, mais peut-être pas pour un joueur d'hockey professionnel. Exact. Mais il y a beaucoup de chance, en effet. C'est ça que j'essaie de dire à ce sujet. Mais l'autre affaire au sujet de Chychrun,
Je m'inquiète qu'il va manquer des matchs, oui, un petit peu, mais c'est aussi la raison pour laquelle son contrat est tel qu'il est aujourd'hui. Comme lui, on lui paye 4,6 millions par année. S'il était en bonne santé, auparavant, ce ne serait pas 4,6 par année. Et ce que je dirais de plus, c'est qu'il se fait payer 4,6 pour 2023-2024 et 2024-2025. Ouais. Donc, pour les sénateurs, c'est pas un gros risque. C'est pas un gros risque, mais c'est aussi le moment pour gagner, pour vraiment être une bonne équipe. On y est arrivé. Je sais que on se donne l'idée que l'équipe peut être bonne pour les 5-6 prochaines années, mais dans les sports professionnels, il n'y a rien qui est donné. Et si tu penses que tu as rassemblé ton équipe maintenant et que tu es au point, tu payes Chychrun 4,6, tu payes Sanderson un bon montant moins qu'il en vaut, c'est vraiment maintenant le moment d'essayer de gagner. Comme, selon moi, les 3 prochaines saisons pour les sénateurs, c'est là qu'il faut qu'ils commencent à être sérieux là-dessus. Parce que ils vont pas pouvoir payer tout le monde. Comme Chychrun, s'il est en bonne santé les 2 prochaines années, il a de bonnes années performantes, je pense pas que c'est question de pouvoir garder tout le monde. Donc, l'équipe actuelle, c'est vraiment l'équipe qu'il faut s'y lancer, selon moi. Oui, puis je le vois je m'imagine dans un scénario l'année prochaine, Chychrun revient en forme au début de la saison, est absent peut-être dans le temps des fêtes, revient au jeu, est peut-être absent encore un peu, rate le début des séries, mais arrive pour la deuxième ronde, ça donne un méga boost à l'équipe. C'est un joueur justement qui peut, quand il est là, va faire la différence, puis peut même donner peut-être la coche de plus que l'équipe peut avoir besoin. D'habitude, les joueurs sont en santé pour les séries, sont bons pour jouer. C'est drôle comment ça arrive. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. J'allais dire, moi, ce qui m'inquiète dans ce que Nate a dit, c'est 2-3 ans, je trouve pas ça beaucoup. Parce que j'ai la misère à voir les sénateurs d'Ottawa aujourd'hui gagner la Coupe Stanley dans 3 ans. Je pense qu'on parle de la fenêtre s'ouvre, puis de dire que l'équipe qu'on a là va être la même pendant cette fenêtre-là, c'est pas ça. On va commencer à avoir besoin de prendre des décisions d'ici 3 ans importantes dans les prochaines années, à la fin de chaque année, où est-ce qu'on signe quelqu'un? Est-ce qu'on a l'argent pour le signer? Oui, non. Est-ce qu'on doit se débarrasser de quelqu'un pour pouvoir le garder? C'est ce management-là qu'on n'a pas fait depuis je comprends tout. 5-6 ans. Je comprends tout. Et la fenêtre, elle s'ouvre maintenant, puis moi, je vois 10 belles années en avant. Là. Moi. Le pessimiste, moi, voit 10 belles années. Fait que toi, du pied, tu vois même pas Claude Giroux soulever la Coupe Stanley. C'est pas. Il va la lever, mais il va être dans le management des sénateurs. Ou dans l'équipe de coach. Je sais pas ce qu'il va vouloir faire, mais il va être là. Écoute, moi, on me dirait peut-être pessimiste si on mettait tout ce que j'ai écrit au sujet des sénateurs. Mais selon moi, je vois pas de raison pourquoi ils peuvent pas être une des 8 ou 10 meilleures équipes l'année prochaine. Et vraiment gagner la Coupe Stanley, c'est juste être une des 6-8 meilleures équipes. Et là, tu arrives aux séries éliminatoires et t'espères que ça va bien. C'est comme ça qu'on gagne la Coupe Stanley. Et pour moi, tous les joueurs clés, ils sont jeunes, mais ils n'ont pas 18 ans. Ils sont dans la firme. Comme je sais que Stützle, il semble jeune, mais il est déjà, comme il est dans son prime. Et Chabot, il est déjà là. Tkachuk, il est déjà là. Sanderson, je sais qu'il est juste nouveau joueur cette année, mais il va avoir 21 ans l'année prochaine. C'est pas comme s'il a 18 ans. C'est ça. Tout le monde, tous les joueurs clés, ils ont déjà assez d'expérience. Et c'est pas évident qu'ils vont beaucoup s'améliorer d'ici les 5 prochaines années. Ils peuvent s'améliorer. Je dis pas qu'ils pourront pas. Mais si cette équipe-là, si ces joueurs-là sont assez forts pour vraiment se battre pour la Coupe Stanley, et selon moi, ils le sont, je pense que ça va arriver on va en connaître davantage l'année prochaine. Si c'est vraiment pas le cas qu'ils sont capables de se battre pour un des premiers rangs dans la conférence l'année prochaine avec bonne santé, évidemment. Il faut que les gens soient en bonne santé.
Là, C'est toujours ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que on parle d'apprendre à perdre avant. Comme tu dis, peut-être qu'ils s'amélioreront pas tant que ça, mais c'est l'expérience qu'on dit qu'ils s'achètent pas. Puis c'est pour ça que de faire les séries cette année, ça aurait été tellement, ou ce serait tellement un beau bonus d'expérience, même si c'était 4 matchs, même si c'était des blowouts 4 fois, c'est pas grave. Vivre cette expérience-là, aller dans des arénas adverses en série, ça serait là. Ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment un plus sur la progression. Ça nous aurait fait oublier là, le mois de novembre. Ouais, à 100%. Et en terminant, j'ai une dernière question pour vous. Pascal, t'es pas obligé de répondre. Phew. Le chandail fabriqué par Fanatic. Oui ou non? Non. J'ai vraiment aucune idée à ce sujet. On en plus. Je suis comme... Non! Non, j'ai vraiment pas de grosse opinion. Écoute, je suis vraiment... Les gens trouvent ça toujours bizarre quand je leur dis. Je suis vraiment un gros partisan des sénateurs. C'est évident. Écoute, j'ai créé un blog depuis presque 10 ans là-dessus. Comme je suis gros partisan. Mais j'ai seulement un gilet sénateur. C'est quoi, c'est qui? Stone. Mark C'est Stone. vrai? OK. Ouais. Oh, écoute, Mark Stone, c'était mon gars. Moi, le premier match qu'il a joué, Mark Stone, c'était dans une série contre les Rangers. Ouais. La première fois que je lui ai vu, j'ai écrit un article, je pense que c'était le lendemain, et j'ai dit, Mark Stone, ça va être un gros joueur. Comme je lui ai vu, c'était mon gars. J'étais certain de lui, le moment que je l'ai vu. Écoute, j'ai dit ça au sujet de plein de gens, vous savez pas. C'est pas comme si j'ai toujours raison, mais Mark Stone, c'était toujours mon gars. La manière dont il joue au hockey, comme la persévérance, l'intelligence avec laquelle il joue au hockey, l'enthousiasme, pour moi, c'est le joueur modèle presque. Donc, Mark Stone, c'était vraiment mon gars. J'ai pris un gilet Stone, je pense que c'était en 2015 peut-être. Et avant ça, comme j'ai des chandails, juste comme un sweater, là, ici et là, des sénateurs, mais j'ai pas vraiment de gilet. Je suis pas comme Kevin Lee, là, qui a comme 50 gilets des sénateurs. Donc, le sujet des fanatiques, écoute, il y a des gens qui sont fâchés là-dessus. Ouais, les gens qui en savent plus que moi semblent ne pas être contents, donc je leur fais confiance. Toi, Béata, t'as dit non tout de suite. Oui, moi, j'ai un chandail Fanatic. Je l'ai porté 2-3 fois peut-être. Je l'ai jamais lavé. Puis déjà, le nom en arrière, ça commence à comme s'enlever. Puis aussi, les numéros commencent à s'enlever. Et c'est juste... Je ne sais pas. Je suis contente qu'il y a une option moins chère pour acheter des chandails. Mais ça n'a pas de bon sens qu'on paye plus que 100$ pour des chandails de cette qualité-là. L'option moins chère est quand même chère. Et comme la différence de qualité entre des chandails fanatiques et des chandails réguliers, c'est très, très énorme. Oui. Mais je veux dire, le but, ça doit être qu'ils vont faire, maintenant qu'ils ont le contrat, vont faire des chandails de meilleure qualité. Je veux dire, c'était ça leur market, d'aller vendre. On espère que oui, mais... prendre des matériaux de moins bonne qualité pour baisser le prix, puis Mais on sait pas. J'imagine c'est ça que les gens sont inquiets qu'ils vont produire un peu la même qualité. Là. Oui, parce qu'on n'a pas vu de chandail de Fanatic de bonne qualité déjà, right? Okay. Alors, on ne sait pas si c'est possible. OK. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le chandail que le joueur porte, il y a le chandail officiel, puis il y a le joueur qui était conçu par Adidas. Oui. Il y avait le chandail conçu par Fanatic qui était une copie officielle avec un stamp de la Ligue. Oui. Qu'on vendait à prix réduit. Puis comme Béata dit, il y a des histoires qui ont sorti de chandail de Connor McDavid avec le numéro 77 en arrière. Le 9 avait été inversé. Ça n'avait aucun rapport. Mais là, ce que Fanatic a dit, c'est Fanatic prend le contrat du chandail de glace officiel. On dit on révolutionnera pas le chandail la première année. On va rester pas mal fidèle à ce qu'Adidas a déjà fait. Oui. Mais c'est qu'il y a tellement de réputation derrière la compagnie qu'on se dit qu'est-ce que ça va avoir l'air sur la glace, cette affaire-là, tu sais. OK. C'est à suivre. Moi, je leur donne ce bénéfice du doute. On va voir. Mais on va voir. Je veux dire, en tout cas,
j'imagine que la Ligue nationale va les voir avant nous autres. Là. C'est à eux à décider de qu'est-ce qu'ils approuvent et de qu'est-ce qu'ils approuvent pas aussi. J'imagine que ça va passer au conseil. Là. Ben, oui. C'est que beaucoup de gens voyaient Nike s'en aller là. Ouais. Nike produisait les chandails pour les compétitions internationales et les Jeux olympiques. Mais Fanatics, ils ont déjà des contrats avec d'autres ligues. Fanatics produit présentement les chandails de la NFL et de la Ligue de baseball sous Nike. OK. Pour Nike, OK. C'est comme un sous-contractant. Ils sont capables, mais en ce moment, ils se font dire à part Nike quoi faire. Ah oui, OK. C'est là qu'il y a un petit bémol. OK. Bref, nous en saurons plus en 2024. Ben, hâte de vous en reparler. On va pouvoir dire que notre chandail qu'on a acheté Fanatics cette année, on va pas dire, ben oui, c'est un vrai gars, c'est un Fanatics. Exact. Stu, Beata, Nate, un gros merci d'avoir été là. Oui, merci. Vraiment le fun. Merci de nous avoir accueillis. Donc, en terminant, on peut vous suivre sur Twitter, toute la gang. Les liens vont tout être dans la description. Stu, on va pouvoir te lire à partir du 6 avril en français sur le site, sur le blog de Silver 7. Nate et Beata, on peut vous lire en anglais. Beata, on peut t'entendre. Dis le nom de ton podcast. Elite Sense Brain. Et voilà, disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et il y a aussi un lien sur Silver 7 Sense. Donc, si vous oubliez ou vous n'êtes pas capable de le trouver, cherchez sur Silver 7 Sense. À partir du 1er avril, la nouvelle plateforme. Pascal, le mot de la fin? Là, tu me prends de court. Je l'ai pas. Je l'ai pas. J'ai essayé de... Non. Personne n'a un mot de la fin. On laisse à nos invités le mot de la fin. Silver 7, tiens. Et voilà. Gang, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci bien. Salut.